Bonjour messieurs, pour lancer notre 8e matinale de l'hôtellerie XNAM, à quelques jours de notre sortie du confinement, nous avons fait venir des hôteliers et restaurateurs pour qu'ils partagent avec nous leurs visions et conseils pour redonner l'envie et la confiance à nos clients de revenir dans nos établissements. Pour lancer cet échange, j'accueille nos 4 invités. Franck Gervais, directeur général Europe d'Accor, Jean-Bernard Falco, vice-président de l'ATOP, l'association des acteurs de l'hébergement et du tourisme professionnel, Tigran Sedou, cofondateur de Big Mama, et enfin Romain Trollet, fondateur d'Assas Hôtel. Première question pour toi, Franck. Dans quelques jours, le déconfinement est lancé. Comment allez-vous trouver les mots et les actions pour rassurer vos clients et vos collaborateurs? Quelle est votre stratégie chez Accor? Bonjour Bertrand, bonjour à tous, ravi d'être dans cette matinale particulière, mais ravi vraiment d'y être et de se retrouver à distance. Le déconfinement va débuter le 11 mai, c'est-à-dire dans 4 jours maintenant. Donc c'est un sujet Accor, c'est aussi un sujet d'abord de toute la profession, parce que la profession, elle rejoint des hôtels qui sont formellement pas fermés, et elle rejoint des cafés et des restaurants et des bars qui, eux, sont formellement fermés. Donc, il s'agit de trouver les conditions pour que 220 000 cafés, bars, restaurants en France puissent réouvrir. Donc, ça s'appelle un protocole sanitaire à approuver par le ministère du Travail. Donc, ce qu'on a fait dans ce cadre-là, nous, Groupe Accor, c'est qu'on a été on va dire fédérateur de plusieurs organisations, de toutes les organisations professionnelles, allant des plus petits restos jusqu'aux grands chefs. Pareil pour les hôtels, pour se dire, il faut qu'on soit intransigeant sur le fond. Et ça s'appelle un protocole sanitaire qui va définir toutes les conditions de réouverture des bars et restaurants, toutes les conditions d'exploitation des hôtels, qui vont voir un nombre de clients augmenter progressivement à partir du 11 mai. Donc aussi intransigeant sur le fond, univoque, uniforme partout sur le territoire, que rassurant sur la forme. Et ça, c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse vis-à-vis des équipes et vis-à-vis des clients, pour leur dire on est quand même dans un métier de contact, de plaisir, et donc tout l'enjeu va être de pouvoir concilier tout ça, de pouvoir conserver une forme vraiment de bienveillance, de confort et de côté agréable dans l'expérience client, dans un environnement complètement chamboulé. Mais la première base, la brique vraiment de base, et ça va être l'attente numéro 1 de tous les clients maintenant, ça va être rassurez-moi sur le fait que je peux venir dans votre établissement en toute quiétude, en toute sérénité, parce que vous avez pris les bonnes mesures. Et pour ça, on ne peut pas improviser, il faut que ce soit la même chose qui puisse être appliquée à tout le monde. Et évidemment, ensuite, chaque groupe va avoir sa propre stratégie, ses propres guides opérationnels. On a les nôtres côté groupe Accor pour nos 1600 hôtels en France. Mais ça, c'est plus, j'allais dire, notre cuisine personnelle, notre façon de faire qui appartient à chacun. On est vraiment là basé en ce moment sur une logique collective de réouverture de tout le monde. Et justement, et Jean-Bernard, chez les indépendants et chez Parisine, quelles sont les solutions pour rassurer vos clients et vos collaborateurs? Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir toujours de pouvoir intervenir à ces matinales d'Extend-AM. Je ne vais pas beaucoup innover par rapport à ce que vient de dire Franck. On a eu l'occasion de travailler ensemble sur ce fameux protocole de déconfinement sanitaire et effectivement, il est important à la fois pour nos collaborateurs, pour rassurer nos collaborateurs, d'abord pour assurer leur sécurité, bien sûr, en premier lieu, mais pour les rassurer ainsi que rassurer nos clients et de pouvoir les protéger, de mettre en place tout le kit, entre guillemets, sanitaire qui a été proposé, qui est un kit léger, mais qui permet réellement d'assurer les gestes barrières, le respect de la distanciation sociale, le chemin entre les équipes, que ce soit devant ou derrière. Bref, de mettre tout en œuvre pour que nous autres, les indépendants, nous puissions assez aisément, et dès lundi prochain, pouvoir ouvrir nos hôtels s'il le fallait, dans des conditions optimales, encore une fois, avec un seul objectif, un double objectif, celui de rassurer nos clients et celui évidemment de protéger et de rassurer nos collaborateurs. Il n'y a aucun risque si on applique le protocole et il n'y a aucune raison
qu'un hôtelier ou un restaurateur, puisque c'est un accord de branche global, ne puisse pas le mettre en application parce qu'il est très simple. Et en réalité, il est déjà appliqué au quotidien dans la vie de tous les jours de tout le monde. Donc, on ne fait que mettre et transposer dans l'entreprise ce que nous faisons les uns les autres avec nos familles, avec nos proches lorsque nous sortons pour nous protéger et protéger les autres. Justement, Jean-Bernard, tu le sais et tu me l'as toujours répété, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Penses-tu qu'une union sacrée de tous les acteurs de l'écosystème hôtelier, je pense à la blanchisserie, les bailleurs, les banques, enfin tous les sous-traitants, est nécessaire pour réussir cette reprise? Si tous les acteurs effectivement se concentrent et concentrent leur énergie pour faire en sorte que ce redémarrage soit un véritable redémarrage et qu'on puisse être aidé à la fois par le ministère et les acteurs, les pouvoirs publics et par les banques, tu le disais, et d'autres, ça serait quelque chose de fondamental et d'important. Par exemple, les banques. Le BPI France et les banques ont fait un travail finalement admirable, même si ici et là, quelques banques ne jouent pas le jeu. Et c'est clair, c'est factuel. Ou en tout cas très difficilement en ce qui concerne la mise en place des PGE. On pourrait peut-être aller un peu plus loin. On pourrait demander, parce qu'encore une fois, on doit se projeter sur l'après. Demain, c'est-à-dire en début d'année prochaine, et BPI France avait lancé la machine en proposant de façon automatique à reporter les échéances de 6 mois, et ça avait été fait. Les banques avaient suivi au travers de la Fédération bancaire française, la FBF, et merci à Frédéric Oudéa, son directeur général, d'avoir lancé le mouvement. Je crois qu'on peut aller un peu plus loin et on peut accompagner les acteurs de la branche de 6 mois à minima supplémentaires, parce qu'on le voit bien, nous autres acteurs de notre branche, on ne va pas pouvoir redémarrer avant la fin de l'année. Les PGE, on voit bien que la difficulté de la mise en place pour les petits exploitants, et ils sont nombreux en France, encore une fois, c'est 200 000 acteurs, n'ont pas la faculté d'avoir la mise en application d'un PGE rapidement. Peut-être que l'État devrait aller un peu plus loin et proposer une garantie à 100%, comme ça a été fait dans d'autres pays. Là, je pense que ça déverrouillerait, ça débloquerait et ça permettrait probablement aux hôteliers et aux restaurateurs d'aller un peu plus loin. Et puis par ailleurs, même si effectivement c'est difficilement entendable aujourd'hui, la durée du PGE qui est de 6 ans avec l'année de différé pourrait être très largement augmentée dans l'avenir pour permettre d'avoir une assurance, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aussi certains hôteliers et certains restaurateurs ne vont pas chercher le PGE parce qu'ils ont peur, ils appréhendent le remboursement. La durée de remboursement, elle est un peu trop courte. Il faudrait pouvoir la prolonger. Et puis, pour prendre d'autres exemples, tu parlais des blanchisseurs, tu parlais des bailleurs, des assureurs. Je crois que si effectivement tout le monde autour de la table, mais je sais que Franck et Sébastien travaillent sur le sujet aux côtés de nos organisations patronales, que ce soit le GNI ou l'UMI et le GNC sur ces différentes mesures, je crois que si on arrivait à mettre tout le monde autour de la table, on pourrait, à partir de janvier, partir sur de nouvelles années et faire repartir nos industries, nos hôtels, nos restaurants d'une manière assez exceptionnelle, et une reprise qui pourrait être en V. Alors, effectivement, jusqu'à la fin de l'année, on sera plutôt sur une courbe aplatie d'un L. Mais imaginons tous une équipe de France réunie autour d'un acteur important qui fédérerait l'ensemble des acteurs pour que tout le monde joue le jeu. Eh bien, je vous promets que ce ne sera pas 2022, 2023 ou 2024 qu'il va falloir attendre pour retrouver un rythme d'activité normal, parce que les Français vont jouer le jeu. À partir du moment où les Français, les consommateurs français, vont aussi comprendre qu'il y a toute une équipe de France qui se met en action autour des industries du tourisme, tout le monde va jouer le jeu. Et moi, je vois un bel avenir pour l'ensemble de notre profession, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. On le sent avec Franck d'ailleurs petit à petit. Justement, Franck, toi, ta vision sur le monde de demain? Ça vient d'être très, très bien dit par Jean-Bernard. Les mesures qui ont été mises en place par l'État, que ce soit le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, l'allègement des charges sociales, fiscales, il y a une réaction qui a été une réaction extraordinaire en peu de temps. Donc finalement, il y a deux phases qu'il faut bien distinguer. Il y a celle de 2020 où on se prend un coup de bambou sur la tête comme jamais vu, parce qu'on a eu du moins 30%, on a eu du moins 20%, gilets jaunes, attentats. Jamais on a eu quelque chose comme ce qui nous arrive, c'est-à-dire le monde qui s'écroule sous nos pieds. Il y a une réaction qui a permis de dire on maintient le secteur, côté gouvernement, on maintient le secteur vraiment à flot. Et ça, ces mesures-là, elles sont prises avec des fois des ajustements à faire, mais j'ai envie de dire, ça c'est fait pour pouvoir voir au-delà de 2020
passer l'année 2020. Le vrai enjeu maintenant, c'est cet enjeu de collectif solidaire en disant comment est-ce qu'on maintient à flot dans la durée, une fois que les allègements de charges sociales et fiscales vont être plus faibles, que le dispositif de chômage partiel ne va pas pouvoir durer éternellement et que le business, si on ne fait rien pour, qu'on ne joue pas collectif et solidaire, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il était avant. Donc, c'est cette période-là qu'il va falloir regarder dès maintenant en se disant tous ensemble comment est-ce qu'on est unis et on ne tire pas la couverture à soi, mais on se projette bien dans le monde d'après et il n'y a pas l'un contre l'autre. Il n'y a pas les bailleurs contre les locataires. Ça ne marche pas. Ça marche à court terme. Il n'y a pas les assurances contre ceux qui paient leurs assurances. C'est pareil, ça marche à court terme. Sauf qu'à long terme, à moyen terme, si toutes les entreprises de ce secteur-là ne peuvent plus payer leurs assurances, ne peuvent plus payer leur loyer, tout simplement parce qu'elles ne peuvent plus exploiter, c'est tout le secteur qui part et qui en pâtit. Donc là, on voit qu'il va falloir dépasser son intérêt personnel pour se dire comment le secteur en grand se projette et comment cette France qui a le plus de touristes, qui avait le plus de touristes, accueilli le plus de touristes en 2019, si on pouvait faire en sorte que la France soit celle qui ait la plus belle réaction et regarder de par le monde face et après cette crise de coronavirus, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on joue tous ensemble. Une belle promesse, collectif. Du jour au lendemain, tu as dû affronter la fermeture de tous tes restaurants. Qu'as-tu appris de cette crise? Ton objectif pour demain, c'est de faire aussi bien qu'avant ou mieux qu'avant? Tu es un perfectionniste, je le sais. Bonjour à tous. Moi aussi, très plaisir de partager ce moment avec vous. La crise, on est en plein dedans, donc c'est encore un peu tôt pour en tirer 100% des conclusions et je ne pense pas vraiment de position pour donner des leçons ou une vision sur l'impact global de la crise sur notre profession. Mais moi, je peux vous partager trois choses, trois préceptes forts qu'on a eus pendant tout le cheminement et le temps de la crise et qui ont un peu guidé nos actions. Le premier, c'est que je pense que la plus grande faiblesse qu'on peut avoir, c'est de se sentir invincible. Et on l'a bien vu. Moi, je ne cesse de répéter ça à mes équipes. On était dans une dynamique extraordinaire chez Big Mama. On doublait de taille tous les ans. On était passé de 0 à 1200 collaborateurs en 5 ans. On était en train de vivre une aventure humaine, collective extraordinaire. Et puis, boum, du jour au lendemain, on se prend une espèce de coup de massue dans la tronche et on se réveille, on se dit « Ok, maintenant, on fait quoi ?» Et ça prouve bien que tout peut arriver. Et la première réponse qu'on peut y apporter, c'est déjà qu'il faut être hyper proche de la balle. En tout cas, c'est le principe hyper concret et pragmatique qu'on s'est mis très proche de la balle. Très proche de la balle sur, se mettre en mode carapace, aller chercher toutes les aides. Ensuite, complètement oublier l'avant pour se mettre dans un temps présent d'une période qui est très différente et très compliquée. Donc, jamais se croire invincible. 2, loin des yeux, loin du cœur. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement fort aujourd'hui. Comment vous réussissez à animer votre communauté de clients et vos équipes alors que tout le monde est disséminé à droite, à gauche. Et je pense que ça, on a tous un devoir en tant qu'entreprise, évidemment, entre patron d'entreprise et responsabilité sur nos salariés. On sait, encore une fois, de manière très pragmatique, on a essayé de maintenir un lien très fort avec nos clients, évidemment par les réseaux sociaux. On a partagé beaucoup de choses, des recettes de cuisine, des tutos. On ne l'a pas fait pour évidemment l'argent, on ne l'a pas fait parce que demain, il y a un client qui arrivait dans le resto et qu'on allait avoir plus de business. On l'a fait parce que c'était important de maintenir le lien social qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Et de manière encore plus forte avec nos équipes. Donc, nous, on s'est fait un live chat par semaine avec nos 1200 personnes de l'équipe. Même s'il n'y a pas grand-chose à raconter, on maintient le lien. On a évidemment fait énormément de choses avec les hôpitaux, comme toute la profession a fait, parce qu'on l'a fait évidemment pour les soignants et les hôpitaux, mais on l'a aussi fait parce qu'il y a un sentiment de fierté, un sentiment d'appartenance, d'être solidaire, comme on racontait tout à l'heure. Donc, première chose, ne pas se croire invincible. Deuxième chose, loin des yeux, loin du cœur. Il faut au maximum, préserver le lien social qu'on a avec nos équipes et nos clients. Et la troisième chose, je pense que ça, c'est la chose la plus importante et c'est notre devoir d'être le plus visionnaire possible pour le monde de demain. C'est que je pense que les gagnants de demain, et il y en aura plein,
y compris dans notre profession, et on est plutôt les perdants malheureusement de la crise d'aujourd'hui, mais il y aura énormément de gagnants, y compris dans notre profession. Ce seront ceux qui auront tenté des choses aujourd'hui. Et en fait, ces moments de crise, c'est toujours des bons moments pour se sortir du quotidien ultra opérationnel dans lequel on est. Enfin, la restauration, on est avalé par une guerre perpétuelle de service après service qui nous empêche parfois de prendre le recul et se dire, OK, qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans, 5 ans? Et c'est maintenant qu'il faut mettre les socles. C'est maintenant qu'il faut être visionnaire sur qui on va être dans 3 ans, et surtout parce qu'on n'est pas à l'abri et probablement qu'on va se retaper des trucs de confinement et des crises futures. On n'est pas sorti de l'auberge quand on regarde nos pays voisins et les pays asiatiques qui sont déjà en train de reconfiner après des périodes d'accalmie. Comment est-ce qu'on va pouvoir sortir plus fort, ou en tout cas moins impacté dans une prochaine crise qu'aujourd'hui? Et ça, c'est notre devoir de se dire, OK, comment on peut se réinventer, comment on peut entreprendre, comment on peut avoir des idées, les tester, ne pas avoir peur, être hyper agile, hyper entrepreneur, et de sortir un peu de sa casquette d'hôtelier et de restaurateur, et de se mettre vraiment dans les ponts d'entrepreneurs qui vont se dire, OK, là, on en chie, c'est clair, c'est dur, mais comment est-ce que demain, si on se reprend le coup de massue dans la tronche, on peut en sortir un peu plus gagnant? Il y a probablement 1000 choses à inventer. Je les ai évidemment pas toutes en tête. La restauration et l'hôtellerie, c'est différent. La restauration, c'est un métier où on peut probablement être un peu plus agile que dans l'hôtellerie parce que les établissements sont moins grands, les équipes sont moins nombreuses. Mais c'est pour ça qu'on a lancé cette semaine une partie d'épicerie et d'offres en ligne, de traiteurs épicerie. Il y a 3 mois, on n'aurait jamais lancé ça parce qu'on était dans notre truc et qu'en fait, on avait une promesse qui n'était pas celle qu'on déploie aujourd'hui. Bah, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Et on s'est levé un matin, on s'est dit on y va pour notre staff, on y va pour nos clients, on y va pour essayer de se renforcer un peu pour si jamais dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on se reprend cette crise dans la tronche, bah, en fait, au lieu de perdre 100% du business, peut-être qu'on n'en perdra que 50%. Bah, 50%, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et boum, 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 et remonter un peu comme ça. Voilà, ça, c'est un peu les premiers enseignements de 2 mois de crise qu'on s'est pris. J'aimerais bien vous dire que dans 2 ans, si on refait cette matinale et qu'on se retrouve tous, on se sera dit, ouais, c'était génial cette crise, on a découvert et inventé plein de nouvelles choses. Ouais, chiche. En tout cas, il faut se lever le matin et se dire, OK, comment on peut se battre et pas juste subir, parce qu'on a toutes les forces pour le faire. Et il ne faut pas oublier un truc de bon sens qu'on représente tous. Et je pense que ça, c'est vraiment un message hyper important qu'on doit tous porter. On est les premiers vecteurs du lien social dans nos sociétés. Les hôtels, les restaurants. S'il n'y a pas ça, le lien social est mort. Près de cordée, ouais. Donc, on a cette responsabilité, déjà pour notre entreprise, pour notre survie, parce que, évidemment, on pense à nous avant de penser aux autres. C'est comme dans un avion, vous mettez votre masque à oxygène avant de mettre celui du voisin. C'est ça qu'on vous apprend dans les protocoles de sécurité. Pensez à vous, que chacun pense à soi pour qu'ils soient encore là dans 6 mois. Mais en fait, notre responsabilité en 6 mois, elle est de comment est-ce qu'on va recréer ce lien social. Ça, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les mesures, c'est pas… Évidemment, tout ça, on a besoin. Mais comment est-ce que nous, en tant qu'acteurs du lien social, on va pouvoir, par du bon sens, redonner un petit peu de bonheur et on a vraiment cette responsabilité-là. Merci. Justement, Romain, toi, pour rebondir, toi qui es dans tes montagnes, pour rebondir sur ce que vient de dire Tigrane, est-ce que ce long temps de confinement a été pour toi une source d'inspiration? Bonjour à tous, c'est vrai que je suis à Chamonix. Merci en tout cas pour cette matinale. Très heureux d'être avec vous. Moi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu un temps long comme celui-là. Je ne pensais pas le vivre un jour. Aussi, en tout cas aussi longtemps. Alors c'est vrai qu'après toutes les mesures de fermeture, la mise en place un petit peu de toute la partie un peu administrative, on a commencé à se projeter avec les équipes dans la suite. La suite à court terme, ça a été d'essayer d'imaginer comment on allait réouvrir nos hôtels autant à la montagne pour cette saison d'été qu'à Paris et surtout comment on allait le faire d'une manière tout aussi accueillante, mais tout en prenant en compte toutes les mesures d'hygiène, bien entendu, qu'il faudrait qu'on mette en place pour cet été. En fait, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'on sent vraiment une vraie volonté de toutes nos équipes de reprendre, un enthousiasme du temps long. Quand je dis enthousiasme du temps long, c'est finalement ne pas avoir travaillé pendant 1 mois et demi. On est quand même tous passionnés par ce qu'on fait.
par notre quotidien et d'avoir eu ce temps d'arrêt recrée une vraie volonté d'accueillir de nos clients, de les revoir, de revivre des choses avec eux. Et je sens vraiment un enthousiasme en toute l'équipe de réouvrir, de faire les choses bien pour cet été et de recréer une dynamique qui sera sûrement différente, mais en tout cas très positive. Donc, on est impatient en tout cas de réouvrir. Après, d'une manière générale sur le métier, c'est vrai que depuis quelques années, on est dans un monde, dans un métier qui se transforme très vite. Je pense que cette crise ne pourra qu'accélérer en fait la transformation de nos métiers et qu'il faut les repenser pour les rendre plus agiles. Alors c'est vrai que c'est plus facile dans la restauration que dans l'hôtellerie, mais je pense qu'il faut aussi savoir se remettre en cause nous-mêmes. Comment rendre nos métiers moins dépendants, plus agiles, plus flexibles, comme disait Tigrane. Comment faire que si ça devait arriver une deuxième fois, eh ben, je sois plus agile d'un point de vue de mes charges, d'un point de vue de ma capacité à aller chercher du business un petit peu autrement. L'agilité, et c'est vrai que ce temps long nous permet, en tout cas moi, m'a beaucoup permis de me remettre en cause sur ce qu'on faisait, comment il fallait qu'on l'adapte et comment il fallait qu'on aille encore plus vite pour trouver de nouvelles idées pour la suite, pour le futur. Dans cette période d'agilité où tu as eu le temps de te repenser, le digital a transformé toutes les relations avec d'abord tes collaborateurs, mais aussi tes clients. Quels sont tes conseils pour se construire une identité digitale forte maintenant? Alors, c'est vrai qu'on n'a jamais eu, ne serait-ce que… Alors, déjà, dans notre manière de travailler avec nos équipes, on avait l'habitude de naviguer d'un hôtel à un autre, de la montagne à la ville. Donc, on avait digitalisé pas mal de choses de notre manière de fonctionner. On l'a fait et on l'a accéléré. On avait beaucoup d'a priori, des choses qui sont très bien aujourd'hui, notre manière de communiquer entre nous. Donc, je pense que c'est des choses qu'on va garder pour le futur. Après, d'un point de vue digital, on avait déjà pas mal investi depuis quelques années sur la partie CRM, sur la communication avec nos clients, sur la partie réseaux sociaux. On s'est rendu compte que c'est devenu un élément essentiel et j'ai envie de dire même pour nos employés, pour tout le monde, ça nous a permis de garder un lien fort avec nos clients. Franck, pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Romain, peut-on vraiment gagner en proximité, en indépendance à travers le digital? Je ne pense pas uniquement qu'aux OTA et autres, mais enfin bon, est-ce que ce n'est pas le moment de prendre son destin en main un petit peu et de forcer ce trait? Ouais, je pense que c'est une opportunité unique. Alors, la réponse à ta question, peut-on gagner en indépendance et en proximité grâce au digital? Honnêtement, la réponse, elle est pas évidente. C'est pas évident de te dire oui. Sauf que cette période-là a montré qu'on avait une opportunité unique. Il faut revenir un peu à la source du digital. Qu'est-ce que c'est le digital? C'est simplement un moyen accéléré, exhaustif de rendre tout possible. C'est les avantages et les inconvénients du digital. C'est que tout est possible et accessible rapidement. Avantage numéro 1. Inconvénient numéro 1, tout est accessible et disponible rapidement. Et on voit que dans ce monde où tout est à distance, eh bien, tout est par définition beaucoup plus digital aujourd'hui. Et donc, le digital, ça n'est pas l'apanage, vraiment la propriété unique de quelques gros acteurs américains ou chinois. Non, c'est une identité numérique de chacune de nos marques, de chacune de nos offres, services, de nos expériences. Et donc, le mérite de cette période-là, c'est qu'elles ont pu être digitalisées et que plein d'expériences qui étaient uniquement physiques dans nos métiers de la restauration, de l'hôtellerie, sont devenues à distance, digitales, même dans la relation à nos collaborateurs, à nos équipes. Donc en fait, c'est une vraie belle opportunité. Après, on sait que dans ce domaine-là, la taille est importante. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets d'échelle pour investir sur le produit, sur son site web, sur son application. Et donc, ça va nécessiter que chacun de nous continue à faire les investissements pour maintenir un lien digital et une trace digitale très forte. Et ça va nécessiter aussi, sans doute, un changement dans les habitudes de consommation de toutes et tous, de tous les clients citoyens, pour dire je ne vais pas aller chercher uniquement au plus gros, au plus rapide, au plus immédiatement accessible, et donc on voit sur qui on tombe, mais je vais aller chercher
comme je vais dans la vie physique de tous les jours dénicher 2-3 trucs et pas me contenter du truc mainstream, eh ben, je vais aller chercher 2-3 acteurs au-delà parce que je pense que c'est bien de donner sa chance à d'autres acteurs, d'autres sites, d'autres références plus atypiques que ce qu'on me donnait à voir naturellement, allez, on va dire en tête de liste et de requête sur Google. Et ça, je pense qu'on a une immense opportunité devant nous. Bien sûr. Ce que vous appelez les plateformes OTA. de résa, Ouais. type Booking, tout ça, c'est des gens qui ont joué le jeu pendant la crise ou ça s'est pas bien passé? On aimerait, en fait, moi j'aimerais beaucoup que, comme moi je le vois beaucoup à Chamonix, on a énormément de relais courts qui se sont faits. Aujourd'hui, acheter du local, c'est quelque chose qui s'est développé avec une force depuis 1 mois et demi, complètement dingue. J'aimerais aussi que acheter du local, du direct sur les OTA, si cette crise peut renforcer cet élément-là, ça serait fabuleux. Ça serait fabuleux que les gens comprennent que de prendre son téléphone, aller directement sur le site web de l'hôtel en direct, c'est un acte citoyen également, comme ça peut l'être pour aller chez son producteur local ou autre. C'est un vrai élément. Après, sur ta question sur comment cette crise a été vécue avec les OTA, moi, je trouve que cette crise a été vraiment brutale et directe. On a essayé d'être très réactif alors je parle de mon côté, de ce qui s'est passé. On a essayé d'être très réactif, c'est-à-dire que dès le dimanche, on a commencé à appeler nos clients pour qu'ils ne viennent pas à l'hôtel. Et tous les jours qui suivaient, on avait des hôtels qui étaient pleins, qui étaient quasiment pleins, avec des centaines de clients qui arrivent tous les jours. Et on a pris très rapidement, en quelques heures, la décision de dire aux gens, vous ne pouvez pas venir, reporter ou on reporte. Et si vraiment vous ne voulez pas, on annule la réservation. Donc, on a fait un gros travail dans les 2-3 premiers jours qui ont fait de contacter tous nos clients. Et après, d'une manière assez unilatérale, le mercredi, les OTA ont pris une décision totalement unilatérale et ont décidé qu'on devait annuler la totalité des réservations, on devait rembourser la totalité des réservations de nos clients. Alors ça nous a beaucoup surpris parce qu'on n'avait pas du tout été consulté dans ce côté-là, et surtout on a dû recontacter tous nos clients qui l'avaient fait. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé que dans cette crise, les OTA avaient un petit peu un temps de retard sur tout ce qu'il fallait faire, un petit manque de solidarité parce que les clients étaient totalement d'accord de repousser dans un geste de solidarité leur réservation à plus tard. Et on a eu un peu de temps en temps l'impression qu'ils n'étaient pas vraiment de notre côté. Ils pensaient à leurs clients qui finalement sont les nôtres et n'ont pas totalement joué le jeu dans cette crise. Alors les choses se tassent un petit peu maintenant. Le gouvernement a défini un certain nombre de règles qui ne sont pas toujours respectées encore par les OTA, mais les choses s'améliorent. Voilà, c'est mon point de vue. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu avec mes équipes au quotidien. Ça n'a pas toujours été facile. On a fait plusieurs fois le boulot. Et voilà. L'humain, il était déjà évidemment, il était déjà ultra fondamental avant la crise. Donc je pense que c'est pas une période qui va révolutionner ce truc-là. Là où ça va être chaud et ça va être un vrai challenge, c'est que on va rentrer dans une période post-crise qui va être à la fois, les objectifs, ça va être de redonner une niaque ultra forte aux équipes. On sait que tout le monde a envie de rebosser, on l'a vu, on a réouvert nos restaurants cette semaine. Il y a une énergie de dingue, mais ça a laissé quand même quelques séquelles. C'est-à-dire que tout le monde est resté 2 mois confiné chez soi. Il faut redonner un sentiment d'appartenance à la boîte, au projet. Il faut recréer en tout cas, faire vivre et raviver un peu la flamme de cette culture d'entreprise. Ça, c'est très important. On va rentrer probablement, après, je ne sais pas, mais dans un contexte où il va y avoir des difficultés économiques. Donc, qui dit difficultés économiques, est-ce qu'il va y avoir des ajustements de personnel derrière? Évidemment, je ne le souhaite pas et c'est pour ça qu'on se bat tous les jours et qu'on se lève le matin pour préserver tous nos emplois et recréer des projets pour faire en sorte qu'on garde évidemment tous les collaborateurs qu'on aura parce que, comme disait, je crois que c'était Franck ou Jean-Bernard, le chômage partiel, c'est extraordinaire aujourd'hui. Sans ça, il y aurait eu un cataclysme évidemment social dans notre métier. Mais ce truc-là, il ne va pas durer encore des mois et des mois. Et je pense que la reprise, elle va être compliquée pendant encore des mois et des mois. Donc, on va devoir
gérer de l'humain dans un contexte où probablement ça va être difficile parce qu'il va y avoir des conditions économiques qui vont nous obliger à prendre des décisions qui ne sont pas faciles humainement. Et inversement, on doit relancer une machine qui s'est mise à l'arrêt avec des mecs à côté qui, eux, sont toujours là, mais et auquel il va falloir redonner une niaque de dingue pour être encore meilleur, encore plus fort et encore plus rassurer les clients. Donc, il y a une espèce de point d'inflexion entre je vais devoir motiver une équipe pour aller sur la Lune, et inversement, il y a une partie probablement des équipes, on va leur dire les amis, et encore une fois, je ne vous le souhaite pas, et on va se battre comme vous allez vous battre ensemble pour ne pas que ça arrive, mais on n'est pas à l'abri de ce truc-là. C'est pour ça que je disais, il ne faut pas croire qu'on est invincible. Il va y avoir des moments difficiles qui vont arriver. Et je pense que dans la restauration, on est beaucoup de restaurateurs à penser ça, que finalement, le moment le plus compliqué, ça va être l'après-crise. Ce n'est pas tant aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est mis tous en mode bunker, carapace. On a des aides qui viennent à droite, à gauche. Oui, on a tous des problèmes de trésorerie, mais on peut s'en sortir. Quand vous allez devoir réouvrir avec un protocole où vous allez pouvoir faire 30, 40, 50% de chiffre d'affaires, que petit à petit, le chômage partiel il va diminuer parce que oui, les États ne sont pas magiciens non plus, et que ça va être très compliqué. Donc, le rôle de l'humain là-dessus, il va être très important, mais plus que l'humain, c'est nos valeurs, notre culture d'entreprise, notre sentiment d'appartenance. Je pense à un devoir de transparence colossal de la part de l'équipe dirigeante, même si évidemment, j'aime jamais ce terme parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a une espèce de dichotomie alors que c'est les mecs dans les restos qui payent nos salaires. Hein. Donc, il va falloir qu'il y ait une transparence stratosphérique sur nos choix, parce qu'ils ne vont pas toujours être ultra faciles à faire et positifs. Moi, c'est ce que j'essaie de dire à tous mes gars en faisant des zooms toute la semaine, en disant, les amis, ne croyez pas, j'essaie d'être hyper optimiste, mais je dis, soyons hyper lucides. Les mois qui vont arriver vont être compliqués. On va vous expliquer chaque décision, chaque choix qu'on fait de la manière la plus transparente possible. Et oui, il y aura des choses difficiles, mais au moins vous saurez pourquoi on le fait et pourquoi on est forcé à le faire. Donc clairement, l'humain, pour finir de répondre à ta question, il était pour moi déjà fondamental, évidemment, avant la crise. Et je pense que tous les acteurs qui sont là le savent. Et c'est pour ça qu'on a réussi à porter des aventures très fortes et très haut. Mais waouh, les mois qui vont venir vont être sacrément challenging là-dessus. Et on a intérêt à être vraiment très, très bon. Merci, Tigran. Justement, en termes de challenge, une question pour Jean-Bernard et pour Franck. Cette crise sanitaire, elle va changer les règles, mais la France pourra toujours compter sur la richesse de son patrimoine. Comment pensez-vous que le tourisme va pouvoir évoluer en France et dans le reste du monde ? D'abord, je pense qu'effectivement, par rapport à tout ce qui a été dit, l'humain va prendre une place très importante et le client va être très sensibilisé sur, le facteur humain, 2, ce qu'ils appellent en anglais, et les Chinois le font aussi, clean and safe. Donc, en quoi et comment, effectivement, l'endroit dans lequel je vais me déplacer est suffisamment propre en matière d'hygiène, est suffisamment sécure, à la fois pour les clients qui sont autour de moi en tant que client, et mes employés. Ça, pour moi, c'est une donnée qui va être de plus en plus prise en considération. Et ça rejoint ce que disait Franck tout au début, sur les labellisations, entre guillemets, des uns et des autres, en tout cas, la façon dont les uns et les autres, dans nos propres structures, indépendantes, structurées, industrielles, semi-industrielles, nous allons œuvrer pour mettre en application tel ou tel protocole et démontrer à l'évidence que justement, ces 2 critères, clean and safe, sont respectés. Ensuite, et je pense que ça va être valable dans le monde entier. Vous autres, par exemple, si vous veniez à vous déplacer à l'étranger, ce sont 2 critères que vous allez aller regarder aujourd'hui sur tous les OTA ou sur les sites, évidemment, web des différents prestataires, en allant vérifier que tout ça est bien pris en considération et bien pris en compte. Au même titre qu'avant, vous allez regarder la catégorie d'hôtel, les services qui étaient proposés par tel et tel établissement. Demain, vous allez être très attentif à ça. Il n'y a aucune raison qu'on échappe à ce point-là, à ce sujet-là et à cette demande des clients. Ensuite, pour la France et pour le monde entier, on regorge de trésors, mais je crois qu'on y reviendra un peu plus tard. Et je pense que tous les acteurs que nous sommes
nous sommes ultra sensibles à pouvoir accueillir et démontrer à l'évidence que nous avons pris tout en main et encore une fois, tout en considération pour accueillir le plus safe possible et le plus proprement possible nos clients et nous occuper de la sécurité de nos collaborateurs. Franck, si tu veux, je peux rebondir pour compléter ma question. C'est finalement sur tous les enjeux RSE ou les problématiques d'hébergement social dans l'hôtellerie. On a beaucoup parlé du sanitaire, mais faut-il continuer à réinventer notre modèle totalement? Ouais. Ouais, parce que ça va forcément nous pousser à ça. Ça a été pas mal évoqué, les mots de transparence, de responsabilité, d'authenticité, peut-être un peu moins évoqué, mais authenticité. C'est des mots qui sont souvent en fait galvaudés parce qu'on les emploie sans voir leur implication très très forte. Qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité? Qu'est-ce que ça veut dire l'authenticité? Ça veut dire qu'en fait, l'hôtel va plus se penser comme un strict marchand, commerçant d'une nuitée, mais ça va se définir comme un acteur sur toute une chaîne de valeur. Et donc, c'est des employés, comment est-ce qu'ils sont traités, ces employés, comment ils sont recrutés, comment est-ce qu'ils sont formés, est-ce qu'on les développe, qu'on leur donne de la flexibilité, de la chance d'évoluer au sein d'un hôtel, au sein de plusieurs hôtels, est-ce qu'ils ont des chances d'évoluer ou pas? C'est des sous-traitants, donc des fournisseurs de nourriture, de boissons, mais aussi de la maintenance, du nettoyage, de la propreté, de la blanchisserie. Qui sont ces gens-là? Est-ce que le groupe les emploie de bonne façon, de belle façon, en vraie responsabilité? Un hôtel, c'est aussi un lieu, c'est un lieu de vie, c'est un vrai hôtel de ville ou hôtel de campagne. En tout cas, il a son importance dans le développement économique autour de lui. Donc, est-ce que cet hôtel, il fait profiter aussi les gens qui habitent alentour de ces richesses et du développement économique qu'il crée, ou est-ce qu'il garde tout pour lui en fermant ses portes? Non, cet hôtel, il doit les ouvrir. Alors nous, on a fait 2-3 trucs, j'allais dire, qui étaient avant-gardistes, mais qui vont avoir une importance d'autant plus forte maintenant, hein, autour alors un nom connu et puis un nom moins connu, mais un nom connu, Ibis, donc on dit 50 ans après, on peut se rénover. Et en fait, on ouvre nos hôtels aux locaux. Et donc, quand vous avez une passion, que ce soit la musique, que ce soit la cuisine, eh bien, venez l'exprimer dans l'hôtel pour et auprès de celles et ceux qui viennent dormir dans l'hôtel. On favorise des rencontres aussi et on doit créer ça. Et le deuxième, c'est une chaîne qu'on a créée il y a un an qui s'appelle GR2ET. C'est une chaîne dans l'économique, une marque dans l'économique qui s'est voulue par définition responsable dès le départ. Et donc, être responsable, être authentique, être local, ça veut dire qu'on renonçait. On renonçait à tout avoir. On renonçait à acheter du neuf dans les matériaux. On renonçait à recruter des collaborateurs qui viennent d'une lignée école hôtelière. On renonçait à aller sourcer tout ce qui est food, beverage à des centaines de kilomètres. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas tout. Ça voulait dire que c'était différent, le look and feel de l'hôtel. Cette chaîne, cette marque, je pense que c'est celle qui a sans doute le plus bel avenir. Pourquoi? Parce que les gens vont dire non seulement que j'adhère à ça, mais en plus, je le vois. Et donc, c'est un vrai choix responsable que celui de ne pas avoir l'exhaustivité, de tout avoir, voilà, de ne pas avoir au petit déjeuner tout ce qui est possible à des centaines de milliers de kilomètres là. Non, je suis dans un endroit, à un moment aussi de l'année, dans une saisonnalité. Donc, le printemps, désolé, ne fournit pas les mêmes choses que l'hiver ou que l'été. Et donc, c'est ce choix responsable-là où je pense que nous, hôteliers et restaurateurs, on va devoir encore plus s'inscrire dans la durée et dans le fait de respecter des générations, tout un tas de producteurs, de fournisseurs, et de les respecter dans la durée et de savoir le montrer en toute franchise, en toute transparence. Donc, il va peut-être y avoir je ne sais pas si c'est un glace d'or de l'hôtellerie et de la restauration qui englobera le sanitaire, mais pas que, mais ça va forcément nous obliger, et c'est très bien. Romain, tu veux compléter l'analyse de Franck, Jean-Bernard? Pour terminer, je trouve la France a un pays, est quand même un pays merveilleux, où il y a énormément de belles choses à voir. Alors bien entendu, il faut qu'on commence à apprendre à vivre avec ce virus. C'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Il faut qu'on apprenne à vivre avec cette nouvelle contrainte. Il faut qu'on s'organise, les hôtels, mais bien entendu le monde autour de nous, pour qu'on arrive à intégrer cette
cette nouvelle donnée et ensuite que les transports, que les étrangers commencent à revoyager, qu'on recrée un climat de confiance autour de tout ça. Et on reste un pays où le monde vient et découvrir autant de merveilles à gauche qu'à droite. Et donc, je reste bien entendu très optimiste sur le futur. Il faut juste que ça se mette en place et qu'on intègre ces éléments-là assez rapidement pour que tout ça redémarre et qu'on recrée un grand climat de confiance et que les gens se remettent à voyager. Bien entendu, ça marquera parce que tous ces gestes barrières, c'est des choses qu'on va intégrer et qui resteront longtemps. Et voilà, il faut que le monde se remette à vivre et apprenne de tout ça et redémarre doucement pour trouver beaucoup de positifs dans tout ça. Ouais. Merci. Tigrane, pour toi, toi aussi, tu perçois des opportunités d'évolution et de rapprochement pour renaître après cette crise dans la restauration? Déjà, c'est trop tôt. Ouais, je vois deux choses. Je pense les restaurants comme les hôtels, je ne suis pas sûr que fondamentalement notre métier va structurellement changer. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, il y avait des restos, dans 50 ans, il y en aura toujours. La crise n'a pas fait mourir la restauration, la crise n'a pas fait mourir l'hôtellerie, bien au contraire. On sera toujours là dans 6 mois, on sera toujours là dans 10 ans, on sera toujours là dans 50 ans. La crise fait deux choses. Ça accélère énormément les changements structurels du marché. Ça on l'a dit tout à l'heure. Dans la restauration, évidemment, le manger à domicile, la livraison, le sourcing local, l'impact écologique, l'importance, le bien manger chez soi. Tout ça, c'est des choses qui étaient déjà en train d'exploser et qui, avec la crise, sont en train de se décupler par 10. Et on voit une frontière de moins en moins forte entre la restauration dans un lieu où on va physiquement chercher quelque chose et la restauration chez soi. Aujourd'hui, tous les grands chefs, tous les chefs vous proposent des recettes à domicile, quasiment en direct, en live. Vous pouvez quasiment être en train de cuisiner chez vous avec un grand chef derrière un écran qui vous partage un moment de sa vie de cuisinier. Donc, ces frontières, elles vont être de moins en moins fortes et elles nous obligent, je pense, à faire deux choses. Un, à prendre le contre-pied de ça sur nos lieux physiques, c'est-à-dire à penser nos lieux comme des lieux de plus en plus expérientiels, puisque c'est finalement ce qu'on ne va pas trouver en étant 100% chez soi. Et quand il y a 50 ans, la restauration était, je pense, perçue comme quelque chose d'alimentaire. On allait au restaurant pour s'alimenter. Aujourd'hui, dans 50 ans, on ira probablement au restaurant, comme ça l'est déjà un peu aujourd'hui, mais on ira encore plus pour vivre une expérience, pour aller voyager quelque part, chose qu'on ne pourra pas faire chez soi. Mais je pense que c'était déjà le cas il y a 4-5 ans. On est arrivé, nous, dans le marché de la restauration. On a ouvert notre premier restaurant il y a 5 ans. On est arrivé vraiment avec une démarche de dire on veut faire bon, pas cher et servir avec le sourire, dans une démarche très expérientielle. Vous poussez les portes de Big Mama, vous rentrez en Italie, vous voyagez en Italie. Et ça, on va devoir être encore plus fort. Parce qu'en fait, les produits, maintenant, on perd un petit peu de notre exclusivité sur les produits puisqu'on vous les fournit chez vous. Donc, vous allez devoir venir chez nous pour aller chercher quelque chose d'encore plus fort. Donc, ça, c'est une première transformation, je pense, structurelle et à long terme qu'on va avoir. Et c'est pareil dans l'hôtel, c'est ce que disait Franck, être un écosystème, un lieu de vie, à accueillir, faire un mix entre du local, des clients internationaux. Il y a une vraie exigence là-dessus. Et en même temps, voilà, la deuxième évolution, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir profiter de cette extinction des barrières pour diffuser notre savoir-faire et notre marque dans des lieux qui ne sont pas forcément les lieux aujourd'hui qu'on maîtrise. Je prends encore une fois mon exemple parce que c'est celui que je connais, mais il y a, je vous dis, il y a 3 mois, 4 mois, 6 mois, on se serait jamais dit oui, on va faire on va travailler le bien manger chez soi à domicile, puisqu'on était restaurateur et pour nous c'était vous venez dans nos restaurants vivre une expérience. Comment est-ce que demain on peut créer un lien, une passerelle entre nos restaurants physiques et cette expérience à domicile et aller chercher voilà, un maximum de passerelles. Elle est là l'évolution, je pense, fondamentale à la fois on crée de la distance
parce qu'on a cassé le lien social et en même temps, ça nous a énormément rapprochés de lieux dans lesquels on ne fait pas notre propre business à l'origine. Donc, c'est passionnant parce que ça va nous pousser à être encore meilleurs, encore plus expérientiels dans notre cœur de métier et à la fois aller chercher des relais de croissance, des relais de diffusion de notre savoir-faire dans des lieux qu'on ne maîtrise pas du tout aujourd'hui. Et nous, on est ultra excités, par exemple, d'aller creuser ce truc-là, alors qu'il y a 3 mois, tu m'aurais dit est-ce que tu vas un jour lancer du traiteur épicerie à domicile? Je t'aurais dit, mais c'est pas mon métier, laisse tomber, j'ai déjà suffisamment à faire avec mes restaurants. Ben voilà, on recrée d'autres choses, on se lève le matin et en fait, il faut jamais dire qu'on fera jamais parce qu'on s'est pris un tel truc dans la tronche que je pense que c'est une bonne leçon. Jean-Bernard, pour toi, c'est presque la conclusion et la fin de notre table ronde. Être hôtelier en 2020, c'est toujours le plus beau métier du monde ou pas alors? Alors là, avec moi, je suis désolé pour mes amis restaurateurs, mais on va les mettre dedans. Mais il l'a dit, Tigrane, juste un instant. Ça fait 20 ans que ça existe. Dans 20 ans, on sera encore là et dans un siècle aussi. Le métier de pardon, mais je vais dépasser le nombrilisme habituel. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne vais pas mettre les autres là-dedans. Je pense que le métier de service en lui-même est le plus beau métier au monde. Le métier de service en lui-même. Je sais que effectivement, de nombreux acteurs pensent que l'industrie, au sens industriel, c'est le plus beau métier au monde, et c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Mais franchement, nous, d'ailleurs, le plus grand ministre des Affaires étrangères et du développement international que nous ayons eu, qui est Laurent Fabius, en tout cas pour notre secteur d'activité, chacun s'accorde à le reconnaître, qui disait que la France est un véritable bijou, est un véritable trésor. Il n'y a pas mieux que ça. En France, Franck le disait en introduction, on a accueilli 90 millions de visiteurs à peu près peu ou prou en 2019. Je vais mettre de côté volontairement l'année 2020, qui est une année évidemment à tout point de vue exceptionnelle et extraordinaire au premier sens du terme. Si on regarde les chiffres qui nous sont donnés dans le monde, vous croyez que les gens ne vont plus jamais voyager? Vous croyez que les gens ne vont plus aller de l'Asie aux États-Unis, des États-Unis à l'Asie en passant par l'Europe et de l'Europe en France, etc. Ça, j'y crois pas du tout. Au contraire, je pense qu'on a une population qui est vieillissante dans le monde et c'est comme ça parce que le taux de natalité, il est ce qu'il est dans les pays développés et que de plus en plus de gens vont voyager de plus en plus souvent. Et quel est le premier pays dans le monde, c'est pas moi qui le dis, qui va être visité? C'est la France. Et c'est ainsi. Et selon l'OMT, on va passer à peu près d'1,5 milliard à 1,6 milliard de voyageurs annuels. Alors évidemment, un peu moins cette année. On va perdre 2 à 300 millions, mais à pratiquement 2 milliards de voyageurs d'ici une dizaine d'années. Or, par effet d'entonnoir, la France, notre magnifique pays, nous-mêmes, les acteurs économiques, imaginez le métier et l'avenir magnifique et radieux qui est le nôtre, nous allons pouvoir accueillir, si on ne change rien, mécaniquement, 130 millions de visiteurs, c'est-à-dire 40 millions de visiteurs de plus chaque année à partir de 2030 et dans le futur. Donc, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour nos successeurs, l'avenir, il est radieux. En revanche, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas considérer, et c'est malheureux, parce que justement, nous avons que, pour certains, que des problèmes de riches, et ce n'est pas du tout vrai, parce que justement, cette tendance naturelle, elle est tellement puissante, elle est tellement forte, et elle est tellement dynamique, que finalement, on se dit que le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, on peut laisser ça un peu de côté, parce que ça va revenir de façon assez aisée. D'ailleurs, nos ministres, ces derniers temps, et le pouvoir en place disaient le tourisme, la filière tourisme, ne vous inquiétez pas, en 2022, elle sera repartie. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai si nous ne faisons pas, nous autres, les restaurateurs, les hôteliers, le travail, les travaux nécessaires auprès de nos collaborateurs, mais surtout auprès de nos clients, les consommateurs. Français d'abord. N'oublions pas, Franck le disait, nos hôtels sont des hôtels de ville ou de campagne qui servent de lieu de vie d'abord à celles et ceux qui sont autour, à proximité. Donc, n'oublions jamais ça. Nos premiers clients sont des Français, ensuite des Européens et après des Anglo-Saxons et des Asiatiques. Donc, faisons en sorte de bien faire notre travail, de faire du service à la hauteur qualitative, de continuer à former nos personnels, de continuer à améliorer qualitativement l'hospitalité au sens large. Et si on fait ça, effectivement, la France retrouvera sa première place sur le podium et on va même dépasser en recette l'Espagne et les États-Unis.
sans aucune difficulté, mais il faut qu'on se mette tous au travail d'un point de vue qualitatif et hospitalité. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'on peut facilement imaginer, mais en tout état de cause, pour répondre à ta question, c'est oui, le métier de l'hôtelier et du restaurateur, c'est les plus beaux métiers au monde. Parce qu'il y a tout à l'intérieur. Du chef d'entreprise au service, on a tout ce qu'il faut pour vivre heureux. Et pour bien vivre heureux, encore une fois, il faut mettre le paquet sur l'hospitalité, l'accueil et la qualité. Bon, merci Jean-Bernard. Franck, Tigrane, il n'a rien oublié, Jean-Bernard? Vous n'avez rien à rajouter quand même, non? Il a tout dit, il a été parfait. Bon, non, mais c'est vrai, et vraiment, c'est des métiers qui vont revenir encore plus que jamais en odeur de sainteté. Ils ont été un peu trop dénigrés, je trouve, notamment côté formation, débouché. C'était mal vu d'être serveur, mal vu d'être restaurateur. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que vous pouvez être un barman dans l'un de nos hôtels, serveur chez nous, et avoir un nombre de followers de folie sur Instagram pour ensuite évoluer soit dans ces métiers de l'entertainment, soit dans des métiers de la création, et vous poussez un des métiers où vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire et vous êtes dans ce contact avec le client. Donc, je pense que c'est vraiment un des plus jolis, un des plus chouettes. Je suis entièrement d'accord. J'ajoute par rapport à ce que dit Franck, que justement dans cette évolution sociale et sociétale, le métier de restaurateur ou de serveur ou de gouvernant, de femme de chambre, de veilleur de nuit, etc., sont des métiers qui permettent, en termes d'accession sociale et sociétale, une puissance absolument phénoménale et formidable. Combien d'entre nous, dans nos hôtels, dans nos restaurants, dans nos unités, nous avons de personnel qui sont issus de banlieues, et je n'ai pas de problème à parler de ça, hein, parce que chacun le sait, je viens de là, sans aucun diplôme, sans rien du tout, et qui ont eu accès à des responsabilités, qui gèrent aujourd'hui des PME de 50, 80, 100 personnes, sans aucun diplôme, et qui bossent depuis l'âge de 16 ans. Donc, tu as bien raison, Franck, d'avoir souligné aussi ce point de vue, et de donner ce point de vue. L'évolution sociale et sociétale dans nos secteurs d'activité, ils sont tout simplement exceptionnels. Bon. Merci, messieurs. Tigrane, tu voulais rajouter un truc? Non, c'est bon. Non, totalement en phase. Moi, j'ai ce métier dans le sang, donc c'est pas une petite crise de 2020 qui va nous déstabiliser là-dessus, même si elle est énorme. On a ça dans le sang. Je pense que quand on arrive le matin dans nos établissements, c'est un tel kiff de voir ces projets, ces équipes, et oui, c'est hallucinant comme ces secteurs peuvent changer la vie des gens. On s'est toujours dit, on dit en rigolant chez Big Mama que la mission de l'entreprise, c'est Change People's Life with Pizza. Ouais, c'est une manière de dire que quand on arrive et qu'on est runner à 18 ans et qu'on sort un peu de la galère et qu'on ne sait pas trop quoi faire, et que 4 ans après, on est à la tête d'un resto qui fait 8 millions de chiffre d'affaires avec 80 personnes et 1000 clients par jour, c'est des parcours exceptionnels. Et au-delà du lien social dont je parlais tout à l'heure, qui est extrêmement fort pour véhiculer des choses au sein de notre société, il y a une notion de promotion, de méritocratie, d'authenticité dans nos métiers qui sont juste exceptionnels. Moi, c'est pour ça que je me lève le matin, c'est pour changer la vie de nos gars. D'abord la mienne en tant qu'entrepreneur, parce que je me mets dans le truc, et évidemment celle de toutes nos équipes qui se défoncent toute la journée et qui permettent des parcours professionnels juste hallucinants. Bon. Faut pas oublier ça, c'est très très fort. Bon, merci messieurs. Dernière question très rapide, mais alors finalement vous faites quoi vous cet été? Romain, tu fais quoi cet été toi? Cet été, on va, bien entendu, on travaille pour accueillir le plus de monde possible à la montagne, un petit peu à Paris aussi, mais on va réouvrir nos belles montagnes. On espère que les Français viendront les découvrir, parce que c'est vrai que la France a beaucoup de belles choses à montrer. On se prépare à ça, à un été un petit peu plus calme peut-être que d'habitude, mais près de nos équipes, avec beaucoup d'enthousiasme de réouvrir. Je pense que ce que disait tout le monde, mais c'est vrai qu'on est un peu tous en manque. On est un peu tous en manque d'activité. Quand je dis en manque d'activité, c'est que quand on s'arrête dans beaucoup de choses, quand on s'arrête pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines comme semaine, on
on a ce besoin à un moment donné de cette envie de redémarrer. Et aujourd'hui, moi, je ressens au niveau des équipes une vraie volonté. L'adrénaline. De l'adrénaline, de repartir, de toucher, de retrouver des clients, de revivre des choses. On est entouré d'un hôtel, mais alors plus qu'un restaurant, mais un hôtel, c'est un lieu d'artistes où les gens s'expriment et s'éclatent. Et c'est vrai qu'on a cette vraie envie de retrouver nos clients, de vivre des choses avec eux. Et donc, cet été, je vais vivre tout ça avec eux et on va profiter de l'air pur de la montagne et réouvrir tranquillement tous ces hôtels et espérer qu'on redémarre voilà, gentiment. Bon, ce sera studieux et en France. Et Jean-Bernard, Tigrane, Franck? On est quand même des éternels insatisfaits. C'est-à-dire que quand on bossait trop, on en avait ras-le-bol. On rêvait d'avoir 2 mois de vacances. Et là, on se fait chier et on ne rêve plus d'une chose, c'est de retourner à bosser 18 heures par jour dans notre… Bon, écoutez. Non, c'est cool. Moi, on a un gros projet à Madrid qui arrive, qui devait ouvrir en mai-juin. Donc qui évidemment a été décalé à cause de la crise. Donc on va se mettre à fond pour une ouverture probablement en septembre si tout va bien. Donc on va redémarrer la rentrée avec un super projet hyper cool. Donc on va être focus à mort tout l'été sur ce projet à Madrid. Bon, Franck, Jean-Bernard, studieux en France? Oui, moi, forcément, on va être proche des équipes parce qu'on va redémarrer. Donc, faut être là, il faut être présent. Et il y a plein de belles opportunités d'accompagner tout le monde dans le redémarrage du business. Donc, c'est une des plus belles occasions de passer l'été, donc en proximité de tout le monde. Et puis, tu sais quoi, cette crise, finalement, elle permet aussi, par exemple, ce genre d'échange. Et donc, on se connaissait un petit peu, Romain, Tigrane, Jean-Bernard, mais pas tant que ça. Donc, moi, ça me donne aussi l'envie à mes heures perdues cet été de venir vous voir, messieurs. Donc, voilà, comme ça, je viendrai vous voir dans vos établissements.